auditeurs de Radio Horizon, bonsoir. Voici les titres du journal. Comment protéger nos appareils électroménagers des baisses de tension et délestage? Les réponses dans cette édition. Maux de tête chronique et invalidante, la migraine peut être prévenue. Dans cette édition, nous allons parler des vitamines nécessaires dans notre alimentation quotidienne. Radio Horizon à Tiffany sur 101.1. Mesdames, Messieurs, encore une fois, bonsoir. Voici le développement des titres. Les coupures de courant et les baisses de tension sont un réel souci des populations. Elles entraînent de lourds dommages pour les appareils électroniques. Comment devons-nous protéger nos appareils contre les dégâts? Comme l'a dit ingénieur génie électrique au CHR de Thiéviers. Pour pouvoir protéger nos appareils, premièrement, il faut respecter les consignes de la CVT. Quand eux, ils coupent, il faut débrancher les appareils. Et quand eux remontent, il faut les brancher. Parce que des fois, les tensions puissent augmenter ou bien descendre. Or, les appareils ont une tension nominale donnée pour leur fonctionnement. Ou soit, le client peut avoir des régulateurs qu'il peut acheter à moindre coût pour pouvoir protéger ses appareils. Ou bien des onduleurs pour protéger les ordinateurs ou bien les appareils très sensibles. Il y a des surtensions aussi que les gens achètent qui sont des rallonges qui peuvent protéger ces appareils-là. Donc, de mieux, il faut respecter les consignes de la CVT. Débrancher vos appareils quand eux ils coupent et rebrancher quand ils donnent le courant pour pouvoir protéger ces appareils. C'est la meilleure solution. Il faut choisir un régulateur de tension adapté à la consommation de nos appareils. Bon, sur le marché, il y a plusieurs types de régulateurs. Parce qu'il y a des régulateurs de premier choix, de deuxième choix. Ça dépend des fabricants aussi. En ce qui concerne la puissance, il faut tenir compte de la puissance des appareils électroménagers que vous utilisez dans vos maisons. Parce qu'il y a des régulateurs de 500 VA, 1 kVA et 2 kVA. 5 kVA aussi et plus encore. Il ne faut pas surcharger les appareils pour pouvoir donner plus de tension à l'appareil. Comme l'a dit ingénieur génie électrique au centre hospitalier régional de Thiéviers. La voix du Zion. Douleur touchant la moitié du crâne, la migraine est un type de mal de tête chronique, fréquente et invalidante, se caractérisant par des nausées, une forte sensibilité au bruit et à la lumière. Les précisions avec Dr Midopo Messan Ougwemase, directeur préfectoral de la santé du Zion. C'est une sorte de maux de tête ou céphalée. Ces maux de tête sont plus localisés. Nous appelons souvent hémicranie, c'est à une partie de la tête et aussi bien focalisé derrière un œil. Et c'est des maux de tête qui sont liés à des troubles vasculaires. Donc on parle de causes hormonales. C'est vrai que quand vous voyez chez certaines femmes, pendant les menstrues ou bien à la veille des menstruations, elles ont ces douleurs. Et il y a aussi un facteur génétique qui joue. Les parents qui ont souffert de migraines ont une forte chance de donner des enfants qui peuvent en souffrir également. Et maintenant, la réelle cause, c'est un facteur vasculaire, comme je le dis. Un trouble complexe des vaisseaux sanguins au niveau de la tête. Ces vaisseaux, dès qu'il y a les troubles, ces vaisseaux sont irrités. C'est-à-dire, c'est des raisons que le cerveau deviendrait hyperactif. C'est-à-dire, sous une menace ou bien sous un facteur, le cerveau devient hyperactif. Et ça crée des troubles vasculaires dans la tête et qui se soldent souvent par ces maux de... Entre la migraine et les maux de tête classiques, il y a une différence. Docteur Midopo. La migraine égale douleur vive, localisée à une partie de la tête et focalisée sur un œil. Douleur vive intense qui peut s'accompagner de aura. Et souvent, la dernière différence, c'est que quand on a les migraines, on a les troubles digestifs. C'est-à-dire nausées, vomissements. Mais dans les céphalées simples ou bien dans les maux de tête simples, il n'y a pas de nausées, il n'y a pas de vomissements. Comment peut-on traiter les migraines? Quand on agit en amont, on prévient plus. Maintenant, si on n'agit pas, quand même, quand on a la migraine, c'est vrai que c'est difficile de calmer ça par les antalgiques habituels, mais il y a certains antalgiques qui
calme ça, mais pas trop. Donc, quand les antalgiques ne marchent pas, on passe aux triptans, qui sont des médicaments qui agissent plus sur les vaisseaux. Ça crée une vasoconstruction au niveau du cerveau et ça essaie de comprimer les vaisseaux qui sont dilatés. Et par voie de conséquence, la réaction s'amenuise. Nous venons d'écouter Dr Midokpo Messan Wougbemassé, directeur préfectoral de la santé du Zion. La voix du Zion. La suite du journal Blessing Bossonia. Une alimentation équilibrée aide le bébé à grandir normalement. Les précisions avec Madame Dokunodope, assistante médicale au CHR de Tchévié, service de pédiatrie. Les aliments sont subdivisés en 3 groupes. Il y a des glucides, les glucides qu'on trouve généralement dans les céréales, les tubercules, le sucre, les huiles, les graisses. Il y a aussi les lipides, on les retrouve dans les graisses, les huiles. Il y a les protéines que l'on retrouve dans la viande, le poisson, les œufs, les légumineuses, le haricot, le soja. Il y a un 4e groupe qui sont des vitamines qu'on retrouve dans les légumes et les fruits, qui sont des aliments protecteurs, protègent l'organisme contre les maladies. Qu'est-ce qui doit composer la ratio alimentaire d'un enfant? Normalement, un enfant qui mange bien doit manger pour un repas, doit prendre les 4 sortes d'aliments que je viens de citer. Les glucides, les protéines, les lipides et puis les aliments de protecteurs, les légumes et les fruits. Pour un repas, on doit retrouver tout ça là dedans. Par exemple, un enfant qui veut manger à midi, par exemple, on lui présente la pâte. Il faut que ça s'accompagne d'une sauce de légumes. Atémé ou boma par exemple, qu'on retrouve du poisson dedans. Parce que très souvent les enfants n'arrivent pas à manger la viande. Le poisson on écrase pour faire la sauce avec et puis on est sûr que l'enfant a tout pris. Et après ça, on lui donne un fruit, soit une banane ou une orange à la fin. Combien de fois un enfant doit-il manger dans une journée? L'enfant doit manger dans la journée 4 fois au moins. Parce que entre 2 repas, il faut prévoir des goûters. Le matin, l'enfant mange à 10 heures. Le matin, l'enfant peut prendre la bouillie de soja ou du chocolat au lait. Et à 10 heures, il faut prévoir un goûter pour l'enfant. Des gens qui sont un peu aisés donnent du yaourt. Bon, pour nous qui ne sont pas aussi, on peut prévoir des beignets de bananes plantains ou des bananes plantains même frits à 10 heures ou une banane pour l'enfant. Et à midi, l'enfant mange. Par exemple, l'enfant mange la pâte avec adémé. À 16 heures, il faut encore prévoir du goûter pour l'enfant avant de lui donner à manger vers 19 heures comme ça. Un enfant doit manger 6 fois parce que son estomac ne peut pas prendre beaucoup pour garder comme un adulte du matin à midi et après le soir. Non. Un enfant ne mange pas 3 fois comme un adulte. Nous remercions Madame Dokunodope, assistante médicale au CHR de Tchévié, service de pédiatrie. Parlons aussi du sevrage avec Madame Chanda Brigitte, sage-femme à la polyclinique de Tchévier. De temps en temps, la mère doit presser son lait dans un gobelet et le faire boire à l'enfant pour que l'enfant sache qu'en dehors de la tétée, il mangera avec un gobelet. Donc on apprend au bébé à manger avec le gobelet. Ainsi, à partir du 6e mois, alors, on commence à introduire la bouillie. Généralement, nous conseillons la bouillie enrichie, faite de maïs et de soja. Qu'on ne mélange pas trop de choses. Maïs, soja, c'est déjà bon. Il faut torréfier. On prend 3 parts de maïs pour 1 part de soja. Donc l'enfant va boire cette bouillie et téter aussi. Jusqu'à au moins 8 mois, 9e mois, on commence à introduire une autre nourriture, mais en forme de pâte. Il faut réduire les choses en pâte. Si c'est l'igname que je veux donner à mon enfant, je vais faire que ça devienne comme du ragoût, pour que ça soit facile à manger à l'enfant. Et progressivement, on introduit le plat familial, ce que tout le monde peut manger, on l'introduit
jusqu'à ce que l'enfant prenne l'habitude de manger tout ce que tout le monde mange. Mais il continue quand même à téter jusqu'à 2 ans. Entre le 6e et le 8e mois, le bébé peut toujours téter et boire aussi la bouillie à base de maïs et de soja. Après 9 mois, la maman peut introduire dans son alimentation d'autres nourritures en forme de pâte. L'enfant qui tète au-delà de 2 ans court-il de risques? L'enfant ne va pas vite se détacher de sa mère. Il va être trop collant. Ce qu'on a constaté, c'est que quand on prolonge l'allaitement, au fur et à mesure que les années passent, le lait devient très sucré. Et alors l'enfant s'accroche encore. Et si on prolonge trop l'allaitement, le sevrage va être très difficile. On ne pourra pas retirer le lait chez cet enfant. Alors déjà à 2 ans, c'est le maximum. Il faut sevrer l'enfant. Nous venons d'écouter Madame Chonda Brigitte, sage-femme à la polyclinique de Tchévier. Fin de cette édition, toute la rédaction vous remercie de l'avoir suivi. Présentation Denegoussou et Blessing Kosonia, réalisation Youlou Moutala, le rappel des titres. Comment protéger nos appareils électroménagers des baisses de tension et délestage? Les réponses ont été données dans cette édition. Maux de tête chronique et invalidante, la migraine peut être prévenue. Dans cette édition, nous avons parlé des vitamines nécessaires dans notre alimentation quotidienne. Nous vous quittons avec cet adage populaire: riche est celui qui se contente de ce qu'il a.